Bon, pour parler des paysages intérieurs, il faut absolument que je remonte à mon enfance. Parce que mon père avait une idée particulière. Il disait que, outre les parents qu'on avait autour de nous, il y avait d'autres parentés dans la vie. Et parmi ces parentés, il comptait les paysages. Et une fois par semaine, le samedi, il emmenait mes frères, mes soeurs et moi voir le lever du soleil sur le golfe de Jacmel. Il disait qu'on avait, dans les soirées, on avait à notre disposition les films de Charlot, c'était les films de l'époque, de notre enfance, et puis il y a le cinéma du petit matin. Le soleil formait dans le paysage du golfe un véritable cinéma du petit matin, et il nous emmenait et on était absolument émerveillés. Donc la notion d'émerveillement m'est venue à ce moment-là, n'est-ce pas? Il a dit que nous étions pas seulement des êtres humains, mais nous étions aussi animal, végétal, minéral. Peut-être c'est de là qu'est devenu mon sentiment de la vie, mon sentiment de la poésie. Ma poétique vient de là. Mais au fond, vous avez été élevé dans une sorte de jardin, oui, qui a été une initiation à la fois à la beauté, mais aussi peut-être à la sensualité. Les deux, parce que c'était érotique. Dans le vaudou, dans les cérémonies vaudou, nous ont révélé la sensualité parce que il y avait autour des sacerdotes du vaudou, il y avait toujours un groupe de jeunes filles qu'on appelait les Unsi et qui dansaient. C'était des ballerines extraordinaires, de très belles filles qui étaient presque nues, qui dansaient la nuit. Et à 2 heures du matin, on prenait un bain rituel. Nous étions enfants, ma mère tenait à nous faire prendre un bain pour nous débarrasser des mauvais airs, n'est-ce pas? Et donc, on a été élevés dans cette atmosphère à la fois érotique, poétique et picaresque, parce qu'on racontait aussi beaucoup d'histoires. Il y a une forme de narration haïtienne qu'on appelle le l'audience. Le l'audience, c'est une façon haïtienne de raconter les choses. Au fond, c'est le picaresque. Si on cherche bien, on peut comparer l'audience haïtien au picaresque hispano-américain. Mais... Vous parliez de bain là tout à l'heure, oui, et j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce rituel que vous avez conservé et que vous appelez aujourd'hui votre bain cosmique. Ah bon, alors ma relation à la nature est très spéciale du fait que je considère qu'il y a une parenté entre un être humain et un arbre. Une parenté avec les oiseaux, une parenté avec les animaux domestiques notamment, les chats, les chiens, une parenté même avec le vent, une parenté avec la lune. Mes habitudes actuelles remontent à cette époque de l'enfance où je vivais cette parenté du fait de nos promenades matinales avec mon père. Et aujourd'hui, chaque jour, avant de me coucher, je sors dans le jardin et je rétablis cette parenté avec les arbres du soir, avec les oiseaux qui dorment, avec le vent qui est très présent ici. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si le fait de retrouver l'ensemble de mes parentés, ça me prédisposait à un meilleur sommeil. Alors, à propos du partage des lointains, qui est donc notre thème aujourd'hui, le lointain que l'on peut entendre comme l'ailleurs, oui, c'est vrai que chez vous, il y a un lointain assez déterminé, en tout cas dans vos textes, oui, qui est celui d'Haïti, parce qu'au fond, oui, tous vos textes sont nourris, oui, du lointain d'Haïti. Tous mes ailleurs sont des ailleurs d'Haïti. À commencer, mon principal ailleurs aura été la France, puisque c'est le premier pays étranger où j'ai vécu et dont je parlais en plus la langue, donc il y avait déjà une intimité avec la France. Mais contrairement à beaucoup de gens qui considèrent les ailleurs comme des lieux d'exil, ce n'est pas mon cas, parce que je me suis toujours dit, en regardant la géographie, que la Terre est trop petite pour être un lieu d'exil.
La notion d'exil est associée la plupart du temps à un sentiment doloriste, notamment dans la mentalité chrétienne. On recherche le paysage perdu, on essaie de le rattraper. Moi, je me suis ajouté mes ailleurs. Vous voyez, à mon ailleurs français, j'ai ajouté un ailleurs chilien, un ailleurs argentin, un ailleurs brésilien, un ailleurs cubain, last but not least, un ailleurs cubain naturellement, n'est-ce pas, et un ailleurs français hexagonal. Mais j'ai métissé entre mes ailleurs, parce que j'ai senti très tôt, très précocement, que l'Europe a fonctionné par rapport aux pays lointains. L'Europe a fonctionné comme un métier à métisser les ailleurs de l'Europe. Il y a une créolisation des ailleurs, n'est-ce pas, qui est pratiquée d'un pays à l'autre. Milan Kundera a une notion très intéressante qu'il appelle le contexte médian. Le contexte médian serait l'intermédiaire entre son pays et les autres cultures. Il y a des pays qui ont plusieurs contextes médians. Nous avons les pays d'Afrique, nous avons la France, les pays d'Amérique latine. Ça forme tout un ensemble. Donc plutôt qu'un exilé, on pourrait peut-être considérer que vous êtes un nomade, parce que le nomadisme permet ce métissage dont vous parlez. Oui, mais un nomade enraciné. Enraciné il y a Haïti toujours. Parce que je m'ajoute mes racines. Oui. Je m'ajoute les langues, je m'ajoute les cultures, les imaginaires, les érotismes même, n'est-ce pas? Je les ajoute, tout, n'est-ce pas? Pour former un ensemble cosmique. Vous voyez, je suis très habité par la notion de cosmique. Aimé Césaire a dit quelque chose de très important. Il a dit que il y a en nous les hommes de tous les temps. L'homme est animal, l'homme est végétal, l'homme est minéral. Mais l'homme n'est pas seulement homme, il est univers. Vous voyez, ça rejoint la pensée de mon père, parce que c'est ce que mon père voulait montrer. N'est-ce pas, que les paysages de Jacmel qu'on voyait quand on avait 10-11 ans faisaient partie de notre parenté humaine. Est-ce que les paysages dans lesquels nous grandissons ont une influence sur notre langue? En l'occurrence, pour ce qui vous concerne, la langue qui est la vôtre aujourd'hui, je parle de la langue d'écriture, bien évidemment. Oui. Est-ce que cette langue-là, elle s'est forgée précisément au contact des paysages? Sûrement, parce que moi, les paysages m'ont tellement marqué, m'a donné ce que j'appelle une poétique générale de la vie. Par exemple, j'ai remarqué que ceux qui parlent de mon dernier roman, Pour Passagère, ils soulignent beaucoup, ils parlent beaucoup de mon lyrisme. Mais mon lyrisme est sous-jacent, n'est-ce pas? Et ce lyrisme est directement articulé à la vision que j'avais du golfe de Jacmel, des montagnes d'Haïti. Les montagnes sont très importantes pour moi aussi, pas seulement les paysages marins, parce que Haïti c'est un pays extrêmement montagneux, mais avec beaucoup de sentiers de chèvres qui descendent vers la mer. Donc nous sommes à la fois liés à la mer et aux bornes, à la montagne. Et naturellement, je pense que ça, quelque part, a dû marquer beaucoup mon style et le rythme de ma parole. Alors dans l'intitulé de « Partage des lointains », il y a aussi le mot de partage. Oui. Et partager, ça signifie avoir un outil d'échange avec les autres. Mes premières rencontres ont compté beaucoup en matière d'échange. J'ai eu le privilège d'avoir des rencontres extraordinaires quand j'étais au lycée pendant la guerre, dans les années 40, 42, 43. J'ai écouté la parole du soir de Aléo Carpentier, qui nous a émerveillés, qui nous a même donné le sens du réel merveilleux haïtien, du réel merveilleux américain. Et après lui, j'ai écouté Mabille, Pierre Mabille, qui était un grand surréaliste, un proche de Breton. Après, Césaire est venu, il a tenu un séminaire en Haïti, et puis voilà, des partages sensationnels. Mes apprentissages littéraires ont commencé avec ces écrivains-là. Et Nicolas Guillen également, qui était de passage en Haïti, qui nous a parlé de Federico Garcia Lorca. Ouais, toute une littérature est entrée dans ma vie à la sortie de l'adolescence.
Finalement, le merveilleux, c'est une composante historique de la sensibilité haïtienne, ça a toujours été présent. C'est une composante historique. La première fois que j'ai entendu employer la notion de réel merveilleux américain, c'est dans la bouche d'Aléo Carpentier qui a fait une conférence extraordinaire. Il me disait que tu comprends que quand des hommes et des femmes ont été capturés en Afrique, qu'on les a mis sur des bateaux au cours de la traite atlantique, n'est-ce pas? Ça a été un événement du point de vue psychologique considérable qui a transformé l'échelle des émotions, l'échelle de la perception humaine. Les gens qui ont traversé l'Atlantique sur des bateaux négriers et qui ont débarqué sur des îles et des pays aussi merveilleux que les pays de la Caraïbe, ça a transformé l'échelle de leurs émotions et ça explique la place considérable qu'a l'imagination dans la culture du pays. Ça explique la peinture naïve haïtienne, la littérature haïtienne, la propre littérature d'Aléo Carpentier. Et donc on a cette esthétique qui nous est commune et dont le sommet suprême, c'est naturellement la littérature de Gabriel Garcia Marquez. Cette capacité que vous avez en Haïti et aussi en Amérique latine d'accueillir le surnaturel dans le quotidien, au fond, c'est une porte ouverte magnifique vers l'imaginaire, vers les lointains aussi. Ça vous rend très, très accueillant finalement. Oui, ça nous rapproche des autres cultures et ça nous rend plus proches le fameux contexte médian de Kundera. On est mieux placé peut-être que d'autres pour comprendre l'imaginaire chinois, l'imaginaire japonais, l'imaginaire scandinave. Je pense que c'est très important. Et la preuve, c'est que la littérature, pas seulement haïtienne, mais toute la littérature sud-américaine, en pensant à Cortázar, à Vargas Llosa, à Carlos Fuentes et aux autres, n'est-ce pas? Nous formons un corpus littéraire extraordinaire. Alors on peut aussi entendre le partage dans un sens peut-être plus politique. Oui. Et le partage, alors là, sur ce plan-là, vous l'avez exercé de façon absolument extraordinaire dans un rêve révolutionnaire qui a occupé une bonne part de votre vie. Une bonne part de ma vie. J'étais sincèrement communiste. Je n'étais pas quelqu'un qui aurait reçu une formation rapide dans le parti. J'ai fait Sciences Po. J'avais une formation politique très, très poussée. Donc, je me suis constitué un imaginaire politique très, très fort. Et j'ai eu conscience très tôt qu'on allait dans le mur. J'ai eu conscience très tôt qu'il y avait un détournement de l'idéal marxiste, en commençant par la Tchécoslovaquie, qui a été le premier pays communiste où j'ai vécu. Et j'ai eu des conflits très graves avec les Tchèques. Je suis parmi les rares personnes qui, au cours de la guerre froide, a été ballottée d'une rive à l'autre. En 1952, j'ai été expulsé de France, de Tchécoslovaquie, d'Italie, de Cuba, d'Haïti naturellement. J'ai porté tout ça sur le dos. Et donc, la politique pour moi a été une expérience très amère. J'ai dû me recycler à un moment donné. Après ma rupture avec Cuba, encore une chance que j'ai eue, c'est d'être allé à l'UNESCO. Et de l'UNESCO étant, j'ai pu avoir une autre vision du monde. Je me suis déstalinisé personnellement bien avant la chute du mur de Berlin, bien avant l'effondrement de l'Union soviétique. Mais avant ce constat de l'échec, mais il y a eu un partage. Avant la désillusion, il y a eu le partage. Alors, il y a eu un partage très fort, parce que moi j'ai pris très au sérieux l'idée de militance, l'idée de fraternité, qui prédominait dans les rangs du parti. Mais j'ai pris ça très, très au sérieux et j'ai partagé très sincèrement avec des gens de différentes cultures. Et d'une certaine façon, là, le rêve de fraternité a réuni des lointains extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux et extrêmement différents. Chinois, japonais, arabes, noirs, bien sûr, naturellement, nordiques et polynésiens, etc. Donc, du point de vue politique, c'est là où j'étais le plus loin. Je tiens
mon parcours communiste pour un itinéraire d'échecs. Mais j'ai essayé d'intégrer ces échecs à des réussites littéraires. Autant j'échouais dans la politique, autant je voulais écrire de bons poèmes, écrire des bons récits et me sauver en quelque sorte par la littérature. Le poétique vous a permis en quelque sorte de transformer le politique. Voilà, oui. Ma poétique générale de la vie, du monde, des échanges, des partages, m'a permis de me recycler dans la littérature et dans le dialogue que vous pouvez avoir avec des écrivains, disons, de l'univers francophone. Je pense que la francophonie va jouer un rôle déterminant dans le rapprochement des ailleurs. Parce qu'en ce moment, ce dont a besoin le monde, si on considère la mondialisation fait peur parce que beaucoup de gens ont l'impression que c'est seulement une aventure financière, une aventure technologique, une révolution numérique à qui il manque ce qu'un chrétien appellerait un supplément d'âme. Il n'y a pas de supplément d'âme dans la mondialisation. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culture propre qui soit adaptée. Parce que quand il y a eu la révolution bourgeoise, les premières révolutions industrielles, elles étaient accompagnées par de grandes révolutions intellectuelles. Il faut apporter des viatiques, des idées nouvelles pour doter ce mouvement mondialiste, de la mondialisation, d'un imaginaire propre. Et il ne suffit pas non plus encore aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ni en France, ni en Europe en général, que l'identité liée à la notion d'État-nation ne suffit plus. L'hexagone ne suffit plus. Le fait d'être français, d'être haïtien, d'être mexicain, d'être brésilien, d'être maghrébin, ça ne suffit plus. Il y a une créolité planétaire qui se constitue. Nous savons ce que c'est puisque nous avons vécu une expérience créole du fait de la rencontre avec la France, et l'Espagne, le Portugal et les autres pays qui ont colonisé le Sud. Mais on est au milieu d'un processus extraordinaire dont les gens ne se rendent pas compte parce que quand on regarde bien, il n'y a pas une dizaine de zones de civilisation. Il y a l'Occident, il y a le monde arabe, il y a le monde chinois, il y a le monde orthodoxe, il y a le monde japonais, il y a le monde polynésien, hindou, naturellement, indien, que je ne peux pas oublier naturellement. Ça forme 7 ou 8 civilisations. Aujourd'hui, il y a une sorte de convergence souterraine qui avance à travers le cinéma, qui avance à travers la musique, avec toutes les danses qu'on pas tous c'est les mêmes, les gens on danse les mêmes airs. Tout ça va conduire à une civilisation mondiale. Le monde a besoin d'une mondialité. La mondialité, ce serait la synthèse de tous les ailleurs, leur rencontre, n'est-ce pas? Que tous les contextes médians entrent en contact pour former un imaginaire mondial. C'est-à-dire que pour comprendre que cette terre est trop petite pour être divisée en États-nations, comme ça a été le cas jusqu'ici. Nous avons une terre-patrie. C'est l'idée fondamentale d'Edgar Morin, et ça doit être le rôle des écrivains pour le rapprochement de tous les ailleurs.